Bonjour, on se retrouve pour décortiquer ensemble l'axe 1 du programme de spécialité. On va s'intéresser de près à la dimension politique de la guerre, en partant des conflits bien classiques entre États pour arriver aux enjeux transnationaux d'aujourd'hui. C'est un sujet vraiment central pour vos révisions du bac. Regardez bien ces deux images. À gauche, la bataille de Waterloo en 1815. Des armées, des uniformes, un champ de bataille. Bref, la guerre telle qu'on se l'imagine. Et à droite, les attentats du 11 septembre 2001. Là, c'est tout autre chose. Un groupe terroriste qui s'attaque à des civils au cœur d'une ville. Toute la question est là. Comment est-on passé de l'un à l'autre? En quoi les guerres ont-elles changé de visage? Pour bien comprendre cette évolution, on va procéder en deux temps. D'abord, on va poser les bases avec le modèle classique de la guerre, celui qu'a théorisé un certain Clausewitz. Et dans un second temps, on verra comment les conflits plus récents, qu'on appelle les guerres irrégulières, viennent totalement bousculer ce modèle. Allez, c'est parti pour notre première partie, la guerre selon Clausewitz ou le modèle de la guerre entre États. Alors, qui est ce fameux Karl von Clausewitz? C'est un officier prussien qui a vécu et combattu à l'époque des guerres napoléoniennes. Son expérience du champ de bataille lui a inspiré une réflexion profonde qu'il a couchée sur le papier dans un livre devenu une référence absolue. De la guerre. Voilà sa phrase la plus célèbre, et elle est absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, pour Clausewitz, la guerre, ce n'est pas juste un déchaînement de violence irrationnelle, pas du tout. C'est un acte politique, un outil utilisé par un État pour atteindre ses objectifs quand la diplomatie ne suffit plus. Clausewitz fait une distinction très fine entre deux concepts. D'un côté, il y a la guerre absolue, c'est le concept pur, l'idée d'une montée aux extrêmes pour anéantir totalement l'ennemi. Mais ça, c'est la théorie. Dans les faits, ce qui existe, c'est la guerre réelle, où les objectifs sont beaucoup plus concrets et limités. Conquérir une province, sécuriser une frontière, etc. La guerre de 7 ans, c'est l'exemple parfait d'une guerre clausewitzienne. On a de grands États, comme la France et la Grande-Bretagne, qui s'affrontent sur plusieurs continents pour des enjeux de domination territoriale et coloniale. Les acteurs sont clairs, les buts sont politiques, on est en plein dans son modèle. Mais attention, un événement va tout changer. La Révolution française. Avant, la guerre, c'était un peu l'affaire des rois et des armées de métier. Avec la Révolution, la guerre devient l'affaire du peuple. C'est toute la nation qui se sent concernée et qui s'engage pour sa survie. Et ce changement, on le voit très concrètement. Ça commence en 1792, quand on déclare la patrie en danger et qu'on appelle aux volontaires. Ça s'accélère en 1793 avec la levée en masse de 300 000 hommes. Et enfin, ça devient systématique en 1798 avec la conscription obligatoire pour tous les jeunes hommes. L'armée nationale moderne est née. Et ce qui porte toute cette mobilisation, c'est un moteur idéologique surpuissant, le patriotisme. Le citoyen devient soldat pour défendre la nation. C'est ce phénomène qui va permettre de lever les armées gigantesques de l'époque napoléonienne, qui vont déferler sur toute l'Europe. Passons maintenant à notre deuxième partie. On va voir comment ce beau modèle bien huilé de Clausewitz se retrouve mis à rude épreuve par les conflits contemporains, les fameuses guerres irrégulières. On en revient à cette image du 11 septembre 2001. Elle marque une vraie rupture. Pourquoi? Parce qu'ici, l'ennemi n'est pas en état. Il n'y a pas d'armée en face, pas de bataille rangée. Le modèle classique est tout simplement inopérant pour analyser ce type d'événement. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces guerres irrégulières? Plusieurs choses. D'abord, les acteurs ne sont plus des États, mais des organisations comme Al-Qaïda. Ensuite, leur motivation n'est pas l'intérêt national, mais une idéologie qui dépasse les frontières, le djihadisme par exemple. Leurs méthodes sont dites asymétriques, comme le terrorisme, et visent les civils. Et enfin, leurs objectifs ne sont plus de conquérir un territoire. La figure d'Oussama Ben Laden illustre parfaitement cette nouvelle logique. Dans son discours, il ne parle pas de politique au sens classique. Il accuse les États-Unis de mener une croisade contre l'islam. On voit bien qu'on bascule d'un conflit politique à un conflit qui se veut avant tout idéologique et religieux. Ce tableau résume bien le fossé entre les deux modèles. D'un côté, la guerre clausewitzienne, avec des États, des armées, des buts politiques et un traité de paix à la fin. De l'autre, la guerre irrégulière, avec des groupes non étatiques, des motivations idéologiques, où la distinction entre civils et militaires vole en éclats, et dont le but est souvent l'éradication de l'ennemi, pas un accord. C'est un vrai changement de paradigme. Faisons une petite synthèse de notre première partie. Ce qu'il faut absolument retenir de Clausewitz, c'est cette idée que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est un outil rationnel, utilisé par des États qui opposent leurs armées nationales pour des objectifs précis. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, c'est vraiment l'apogée de ce modèle. Et pour conclure sur la deuxième partie, les guerres irrégulières viennent complètement chambouler ce cadre d'analyse.
Elles sont menées par des acteurs qui ne sont pas des États, comme Al-Qaïda. Elles ne sont plus guidées par la politique, mais par l'idéologie, et elles utilisent des moyens comme le terrorisme, qui brouillent toutes les lignes. Le modèle de Clausewitz reste donc essentiel pour comprendre les conflits entre États, mais il ne suffit plus à lui seul pour expliquer toutes les formes de guerre aujourd'hui.